Hello, je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps d'arriver. Tac, je vérifie en même temps que je suis au bon endroit. Des fois, je me trompe de groupe. Oh, j'ai peur plutôt de me tromper de groupe, je ne le fais pas. Voilà, je crois que c'est bon. Je vous laisse le temps d'arriver sur ce café. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux personnes qui nous regarderont en replay. Et soit les Québécois, puisqu'il y a des Québécois dans le groupe, plusieurs qui m'ont dit malheureusement me lever à 3 heures pour regarder le café, ça va pas être possible, sauf en cas d'insomnie. Je comprends tout à fait. Donc bienvenue aux Québécois en replay et puis bienvenue aux leftards ou aux leftos qui travaillent déjà. Et bienvenue aux personnes qui sont en live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire si vous m'entendez bien, si tout est ok de votre côté, avant que je démarre. Et vous avez vu, pour une fois, je suis à l'heure. C'était juste pour contrarier Maria qui m'envoyait des petites vannes en mode c'est 9h ou c'est 9h10 ? Et bien voilà, c'était 9h. J'espère que vous allez bien. Faites-moi signe juste pour me confirmer que tout est ok et puis pour me faire un petit coucou, ce serait sympa aussi. Je vous laisse le temps d'arriver avant de démarrer ce café. Un café conscience et évolution. Ah mais vous êtes nombreux ce matin, hein. Je vois 18 personnes sur le live. C'est rare que vous soyez aussi nombreux dès 9h. Comment vous allez ? Alors, soit je vois pas vos commentaires, soit vous voulez vraiment pas me parler, mais je vois rien. Je ne vois aucun... Ah bah oui, je les vois pas sur mon téléphone, je les vois là sur mon ordi. Alors, désolée. Comment ça se fait ? Tac. Et non, j'arrive pas à les voir. Bon, bah je vais essayer de regarder sur mon ordinateur. Ah, là, il y en a un qui passe. Il y a un Sophie. Alors, attends. Ou alors, j'ai un gros décalage. Tac, tac, tac. Parce que là... Désolée. Sur mon ordinateur, je les vois. Je vois Anna, Valérie. Salut, salut. Anna, tu es là d'une seule oreille parce que tu déménages. Ah bah oui, je comprends. Ah bah voilà, je suis en train de les voir arriver sur mon téléphone. Donc ça prend du temps, visiblement. Salut Sophie, salut Marlène, salut Nassima. Vous avez vu comme mon visage s'illumine quand je vois vos, vos noms et vos commentaires. Salut Stéphanie, tombée du lit. Aïe, ça fait mal, hein. Valérie, hello, belle âme. Bonjour Astrid, heureuse de t'avoir en live du coup, t'as pu venir. Bonjour Aurélia, salut Bérangère. Eh bien, je suis ravie de vous avoir tout le monde. Que des femmes ce matin. Non, j'ai cru voir Damien passer quelque part. Tac, tac, tac. Ouais, alors je suis belle, mais je vais pas mentir, hein. J'ai un filtre. C'est pour ma mère, je sais pas si vous avez vu ma story, mais ma mère l'autre jour m'a envoyé, enfin hier soir m'a envoyé un message en me disant tu vas bien, tu vas bien? Je lui dis bah oui ça va. Et elle me dit ah parce que je vois des vidéos passer de toi et t'as l'air fatiguée. Je lui dis non mais c'est parce que c'est les cafés à 9h et tu sais moi 9h c'est pas trop mon heure habituellement. Moi c'est pas que je me lève pas tôt parce que je me lève tôt, mes enfants se lèvent à 6h donc je me lève avec eux. Mais le temps que j'émerge, ça prend un peu de temps. Oui je triche mais tu vois je le dis. Contrairement à celles qui vont dire ouais mais moi je suis comme ça naturelle. Non moi je suis filtrée là. Salut Damien, salut Estéphania. Bon, super, allez, 9h06, on y va. Franchement, je suis hyper contente et je sais pas quel est le mot, mais je vois que vous êtes 21 en live et je trouve que pour un matin, c'est énorme. Donc, merci d'être là. Je peux me féminiser. Ah non, pas moi, c'est Damien qui peut se féminiser. Pour connaître Damien, il va avoir du mal à se féminiser. Hein.
Bon, donc, on parle aujourd'hui de l'influence de la place dans la fratrie dans la vie de l'adulte. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'influence de la place de la fratrie dans la vie de l'adulte, enfin sur la vie de l'adulte, parce que cette place, elle conditionne en partie, pas que bien évidemment, mais elle conditionne en partie la manière dont se construit une personne, mais aussi la relation que cette personne elle entretient avec elle-même en termes de confiance en elle, en termes d'estime d'elle-même, en termes d'image d'elle-même, et puis également sa relation avec les autres et sa relation aux situations, on va le voir. Et quand on est thérapeute, c'est important d'aller explorer cette place, d'aller explorer les liens aussi entre les différents protagonistes, donc les liens entre les frères et sœurs, les liens entre les parents et chaque frère, chaque sœur, pour identifier en réalité quel lien cette place dans la fratrie peut avoir avec ce que vit notre client, pour pouvoir l'accompagner à se désidentifier de cette place, de se désidentifier du mode relationnel qu'il a adopté en fonction de cette place, parce que cette place, on va le voir, elle joue sur plusieurs plans. Elle joue sur le plan sur le plan des relations amoureuses, elle joue sur le plan des relations amicales, elle joue sur le plan des relations au travail, de la relation au travail aussi, avec la relation qu'on peut avoir avec l'élément travail, la relation parent-enfant, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc identifier les liens, ça va permettre pour un thérapeute d'aller travailler à la source pour transformer le blocage qui est présent chez l'adulte. Et si vous êtes un particulier, que vous êtes sur ce live, et je sais qu'il y en a, voilà, c'est aussi quelque chose qui va vous parler et vous allez pouvoir peut-être faire des liens avec votre propre place dans la fratrie. Alors sachant que, bien évidemment, il n'y a pas que ça. À chaque fois quand on va sur des lives aller toucher à des thématiques, ce sont des thématiques qui constituent en fait des éléments de pistes d'exploration qui permettent de reconstituer un puzzle. Moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui sont dans la formation Libé, donc la libération intégrative des blessures émotionnelles et de l'enfant intérieur, c'est que tout ce qu'on voit en formation, et on voit énormément de choses, tout ça, ce sont des petites pièces d'un puzzle. Et nous, notre job de thérapeute, c'est d'accompagner en fait notre client à reconstituer son puzzle au plus juste, de mettre les pièces le mieux assemblées possible, au plus juste et au plus réel de ce qu'il porte en lui, pour qu'il puisse aller justement travailler sur les bonnes pièces du puzzle, celles qui aujourd'hui dans sa vie d'adulte l'empêchent d'être bien, d'avoir des relations qui lui conviennent, d'être dans une relation au travail, à l'argent qui est saine, etc., etc. Voilà, donc là on a posé le décor. Je regarde si c'est un sacré sujet. Oui, Valérie, effectivement. Le masculin l'emporte. C'est dépassé en 2022. Ouais, c'est vrai. Puis là, il n'y a pas Laurent, tiens, ce matin. Salut Emmanuel. Société patriarcale. Ouais, ça évolue aussi. On voit de plus en plus les femmes aujourd'hui. On les voit beaucoup, beaucoup. Alors, du coup, en gros, on va voir que dans une fratrie, on va dire qu'il y a 3 places. Il y a l'aîné, il y a l'enfant du milieu, c'est comme ça qu'on l'appelle, on peut l'appeler l'enfant sandwich, mais je trouve pas ça très joli, l'enfant du milieu, et puis il y a le cadet. En fait, l'influence que va avoir la place de l'enfant dans sa construction, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. On va en parler pendant ce café, pendant ce live. Ça va dépendre de l'influence que vont avoir les drivers, les injonctions qui vont être associées à cette place, en lien avec les filtres de l'enfant, parce que
toujours, il faut se rappeler que nos parents, ok, ils disent des choses, ils font des choses, mais ils n'ont pas une intention, la plupart du temps, derrière ces paroles ou derrière ces attitudes. Il y a aussi ce que l'enfant comprend et comment il interprète les choses, comment il les filtre. Donc, il y a les drivers, les injonctions, qui sont associés en fait à cette place avec les filtres de l'enfant. Il y a le comportement que va adopter le père, que va adopter la mère vis-à-vis de l'enfant considéré, mais aussi vis-à-vis des frères et sœurs autour. Et il y a aussi le relationnel au sein de la fratrie, comment se comportent les enfants les uns avec les autres. Toi, t'es l'enfant sandwich. Non, je plaisante. T'es l'enfant du milieu du coup, Damien. Et vous, vous êtes... Bah, tiens, dites-moi, vous êtes où dans vos fratries respectives? Alors, on fera un live peut-être sur l'enfant unique. Il y a une personne qui m'a mis un petit commentaire en me disant « C'est dommage, il n'y aura pas l'enfant unique », donc j'en parlerai. Damien, l'homme sandwich. C'est pour ça que je l'ai dit, Stéphanie, je trouvais ça drôle. Alors, Astrid, tu dis fille unique. Ça a des avantages, mais on a... Ah! Mais on est aussi seul pour répondre aux attentes des parents. Oui, ça dépend des parents qu'on a, en fait. Ah, tata, Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie. Tu es la cadette. Karine, tu es l'aînée. Aurélia, tu es l'aînée. Sophie, tu es l'aînée. Valérie, l'aînée. Marianne, l'aînée. Nassima, sandwich. Emmanuel, on a beaucoup d'aînés. Emmanuel, aîné. Marlène, tu es la 4e, d'accord. Donc tu es une enfant du milieu, parce que si tu dis 4e, j'imagine qu'il y a derrière 5e. Maria, l'enfant du milieu. Alors c'est un enfant du milieu, Marlène, encore plus particulier. Et puis du coup, ce que je vais dire pour l'enfant du milieu va peut-être être encore plus accentué pour toi s'il y a plusieurs enfants au milieu. Toi, tu es l'aînée, Maria. D'accord. Sylviane, tu es la dernière d'une nombreuse fratrie. Tu es donc la petite cadette. Et Stéphanie à la cadette. Bérangère, tu es fille unique. D'accord, avec un demi-frère. Anna, compliqué avec les demi-frères et demi-sœurs qui ont été un peu là, mais pas trop. Stéphanie, tu es la seconde, donc tu es la cadette. Oh, Jody! Hello, Jody! Comment vas-tu? Je suis contente de t'avoir ici. Fille unique. Tous les rôles de la fratrie en un. Ouais, enfin, c'est un peu différent, on verra, on en reparlera, on fera peut-être un live sur l'enfant unique. Aîné aussi, team sandwich. Valérie, tu es l'aînée, avec la totale en termes de responsabilisation de mes parents, de protection de ma soeur et des autres. Marlène, ah, tu es la dernière, ok. Comme tu précisais la 4e, je me suis dit, il y en a peut-être derrière. Ok. Donc voilà, on va voir un peu les différentes postures, enfin places, même si vous imaginez bien que sur un live, c'est ce que je vous dis toujours, hein, sur un live de 30 minutes, c'est hyper difficile de tout balayer, mais on va aller voir dans les grandes lignes, puis ça va vous donner des idées. Et le truc, je vous parlais de ce fameux puzzle, c'est faites le puzzle de tous ces cafés à un moment donné, essayez de réunir les pièces de votre histoire ou de l'histoire de vos clients pour pouvoir mieux les accompagner. Bah oui, ça fait longtemps, Jody. J'espère que tu vas bien. Alors, du coup, si on va parler de l'aîné, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'aînés ici. Mais en même temps, vous êtes aîné, mais vous avez des frères, des sœurs qui sont les enfants du milieu, qui sont les cadets. Et peut-être que ce qu'on va voir justement ce matin, ça va vous aider à comprendre certaines de leurs attitudes, à comprendre leur comportement ou leur posture dans certaines situations. Parce que parfois, justement, comme on se construit différemment en fonction de la place qu'on a dans la fratrie, eh bien forcément... la manière dont on va se comporter même au sein de la famille va être différente et parfois on ne se comprend pas. On se dit ah bah lui il est jamais, dès qu'il faut prendre position, il prend jamais position, dès qu'il y a un petit conflit, il rentre pas dedans et alors qu'il dit derrière qu'il pense si mais en vrai il fait pas ça. Ouais, peut-être parce qu'il est dans une blessure de rejet notamment et que pour lui le conflit ça lui fait peur, mais peut-être qu'il est dans cette blessure parce que il s'est senti rejeté par rapport à sa place dans la fratrie
notamment parce que les blessures, c'est ce qu'on apprend dans la formation Libé notamment, mais les blessures, c'est des événements, c'est des conditionnements, c'est des comportements, mais qui sont toujours à un moment donné renforcés. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qui vient derrière. Salut Sandra, bienvenue. Séverine, tu dis, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que je n'étais pas vraiment l'aînée finalement. J'ai eu un grand frère mort-né. Alors, merci de soulever ce point, Séverine. Justement, je voulais en parler à la fin du live, d'expliquer qu'il y a aussi une influence, et ça, on peut faire un live aussi dessus parce que 30 minutes, ça passe super vite. Puis moi, j'ai toujours tendance à partir sur... C'est pas sur d'autres sujets, mais disons que je vais toujours au bout de mes idées. Du coup, ça peut être difficile pour moi de tenir les 30 minutes. Mais effectivement, je me suis dit, Séverine, que ce serait intéressant de peut-être faire un live autour de ça, parce que la manière dont on va se construire va être aussi extrêmement différente si on arrive avant ou après, par exemple, une fausse couche. Parce qu'il y a l'impact de la vie utérine quand on passe après. Déjà, la vie intra-utérine, on ressent qu'il y a eu un enfant mort dans la matrice dans laquelle on est soi. Et puis aussi parce que les parents, forcément, ont un comportement qui est différent avec l'enfant qui arrive après. Les graines germent doucement. Oui, Maria. Hello, Katia. Ravie de t'avoir. Sandra, petite question. Si on parle d'aîné dans le cadre de la famille recomposée, est-ce que l'aîné pour le parent, est-ce l'aîné de son premier lit et l'aîné du second lit? Alors attends, petite question. Si on parle d'aîné dans le cadre d'une famille recomposée, est-ce que l'aîné pour le parent ou l'aîné... Bah en fait, donc tu prends la place dans la fratrie de la personne. C'est un peu comme les enfants adoptés, c'est des cas particuliers, c'est-à-dire que... il faut prendre tout en double. Quand on travaille en tant que thérapeute avec un enfant qui a été, par exemple, adopté, on ne peut pas faire l'économie à la fois d'aller essayer d'explorer l'histoire du côté de la famille biologique et naturelle et en même temps l'histoire de la famille adoptive. Parce que les deux vont venir le conditionner, les deux vont venir l'impacter. Également au niveau du transgénérationnel, parce qu'il n'y a pas que la biologie, il n'y a pas que la physiologie qui fait que le transgénérationnel redescend sur un enfant. Donc c'est deux choses, c'est des choses où il faut voir les choses en double, et de la même manière pour les familles recomposées, si on est l'aîné d'un premier lit ou si on est l'aîné parce qu'il y a une famille recomposée, dans les deux cas, à un moment donné, on est l'aîné. Le truc, c'est que c'est peut-être différent, l'enfant va peut-être le vivre différemment si ce sont ses frères et sœurs biologiques ou si ce ne sont pas ses frères et sœurs biologiques. Ça sera peut-être même plus difficile dans le cadre d'une famille recomposée, parce que il y a ce sentiment vraiment de c'est pas mes frères et sœurs, ou en tout cas ce sont peut-être mes demi-frères, demi-sœurs, j'ai pas forcément voulu ça. Alors, dans une famille biologique non plus, hein, on choisit pas d'avoir un petit frère ou une petite sœur, mais ce sentiment de subir est peut-être encore plus prégnant. Quand je dis peut-être, c'est que ça dépend de comment l'a vécu la personne dans une famille qui est recomposée. J'espère que ça répond à ta question. Tu dis, Jody, on retrouve beaucoup en constellation l'importance de ces enfants, des enfants non reconnus. Oui, tout à fait. Alors du coup, l'aîné. Eh bien, l'aîné, ça va dépendre, encore une fois, de comment les parents se comportent, de ce que les parents peuvent dire à l'enfant et de ce qu'il peut ressentir. Un aîné, il peut avoir, par exemple, une posture. Ça peut être quelqu'un qui, en grandissant, eh bien, va prendre une posture de sachant, la posture de celui qui sait. Ça peut être quelqu'un qui va grandir avec ce qu'on appelle un complexe de supériorité, le sentiment d'être au-dessus, parce que peut-être ses parents vont lui avoir dit c'est toi le grand, c'est toi qui dois montrer à ton frère que, en lui donnant en fait
et à juste titre, parce que souvent les parents font ça aussi pour que l'aîné ne se sente pas délaissé à l'arrivée d'un autre enfant, mais parfois, eh bien, soit parce que c'est trop dit, soit parce que l'enfant a envie de le prendre comme ça, bien l'enfant va développer une posture affirmée, une posture de sachant et parfois une posture même supérieure sur l'autre, mais parce que ça lui permet aussi de refouler sa peur d'être abandonné, de refouler sa peur d'être rejeté, de refouler sa peur d'être moins que le petit frère ou la petite sœur qui arrive. Et du coup, pour refouler, eh bien, il va mettre en action un autre comportement qui en plus, vous voyez, serait comme validé et attendu par les parents, qui est bah, c'est toi qui sais et c'est toi le grand. Et en même temps, si les parents mettent beaucoup en avant l'aîné, l'enfant, alors ça peut être valable sur d'autres places dans la fratrie, hein, vous voyez, parce que c'est lié au comportement des parents, mais très souvent, le comportement des parents est en lien avec la place dans la fratrie. Si les parents mettent beaucoup en avant un aîné, eh bien, cet enfant qui va devenir adulte, qui va se construire, et donc qui va devenir cet adulte-là, peut devenir un adulte qui va avoir peur de manière non consciente, parce que beaucoup de nos peurs ne sont pas conscientes. Hein. Quand on fait un travail sur soi et qu'on va vraiment s'explorer profondément, on se rend compte qu'il y a plein de peurs qu'on ne veut pas voir. On est persuadé qu'on ne les a pas, mais en réalité, on les porte en nous. Donc l'aîné peut du coup, celui qu'on a mis beaucoup en avant ou qu'on met beaucoup en avant, peut se construire avec la peur par rapport à d'autres enfants, la peur de ne pas être à la hauteur. Et du coup, parce que c'est quelque part ce qu'on lui envoie, qu'on attend de lui. Donc du coup, il va grandir dans un perfectionnisme par peur de l'échec, par peur de décevoir. Il va grandir du coup avec une exigence vis-à-vis de lui-même, exigence qu'il va projeter sur les autres, donc il va être très exigeant avec les autres. Et ce perfectionnisme, il est lié en réalité avec une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, de ne pas être supérieur aux autres, parce que c'est peut-être la sensation que je développe quand je suis enfant, que c'est en étant supérieur, en étant plus grand qu'eux, qu'on m'aime et qu'on attend que je sois. Et du coup, eh bien, je vais développer ce perfectionnisme qui, potentiellement, alors c'est là que je dis, on pourrait y passer des heures, qui du coup peut amener à des comportements particuliers au travail, qui va amener à du burn-out, par exemple, de l'épuisement sans aller jusqu'au burn-out, qui va amener à de l'exigence dans les relations avec les autres, à vouloir que les gens soient parfaits, alors que finalement soi-même on ne l'est pas, que les autres soient parfaits, donc toujours en train de quelque part de les invalider eux, donc ça peut créer des tensions relationnelles. Donc vous voyez, ça peut générer ça si le parent aussi met en avant beaucoup l'aîné. C'est là que c'est délicat pour un parent et qu'on se rend compte aussi, et puis soi-même quand on devient parent, que même quand on veut faire attention, c'est compliqué. Parce que, encore une fois, plusieurs enfants déjà, donc on essaye de combler des besoins qui sont différents au sein d'un même espace familial, donc c'est difficile. Il y a le filtre de l'enfant, donc en voulant par exemple protéger l'aîné d'un sentiment éventuel d'abandon, eh bien on va peut-être développer chez cet enfant ce perfectionnisme, ce complexe de supériorité, cette posture de sachant. On n'a pas voulu forcément ça, on a voulu au contraire qu'il se sente bien, mais finalement, on a créé autre chose et c'est ok, le parent ne l'a pas voulu. Vous voyez, je vais juste finir sur l'aîné, ensuite je vais lire vos commentaires. Et l'aîné peut aussi se construire avec... Alors, à l'inverse, si les parents font pas attention à tout ça, que les parents peut-être vont beaucoup s'occuper de l'enfant qui arrive après, peut-être parce qu'il est malade, peut-être parce qu'il a une santé fragile, peut-être parce qu'il va avoir un handicap, peut-être simplement parce qu'il pleure beaucoup, qu'il a souvent faim, peut-être parce que la maman aussi, elle ne s'est pas occupée par exemple du premier comme elle aurait voulu, et si elle en avait quand elle en a un deuxième, elle s'en occupe plus. Si je prends mon propre exemple,
Moi, j'ai 2 enfants, j'ai des jumeaux que j'ai eus quand j'étais jeune. Aujourd'hui, ils ont quasiment 16 ans. Je les ai eus, enfin, j'étais jeune. Oui, j'étais jeune. Je les ai eus, j'avais 28 ans. Euh, Aujourd'hui, si j'avais un enfant, je suis persuadée que je vivrais cette maternité avec beaucoup plus de proximité, beaucoup plus de... Parce que d'une part, j'ai pas pu le vivre avec des jumeaux, parce que forcément, avec les jumeaux, on est dans l'organisationnel, l'opérationnel, et clac, 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 il faut que ça aille vite. Aussi parce que j'étais jeune et que j'avais pas aussi eh bien aujourd'hui tout mon bagage de travail intérieur sur mon enfant intérieur et puis tout mon bagage de thérapeute qui fait qu'aujourd'hui j'ai conscience aussi de l'importance de créer une connexion particulière avec son enfant et donc potentiellement j'aurais une attitude avec ce troisième enfant qui arriverait peut-être plus, je sais pas comment dire, plus de proximité qui pourrait faire que mes enfants se sentiraient délaissés. Alors oui, tu as raison Maria, ça dépend de la différence d'âge, mais très souvent les différences d'âge ne sont pas énormes, sauf quand on parle du cadet et de l'aîné et puis qu'il y a des enfants au milieu. Donc l'aîné, il peut avoir aussi cette blessure d'abandon, cette sentie abandonnée par sa maman et la blessure d'abandon, il y a tout ce que ça génère derrière. Je ne vais pas rentrer dedans parce que ce serait long, mais tout ce que les thérapeutes libés qui sont là le savent, mais tout ce que ça génère en termes de recherche de fusion dans les relations, de aussi se montrer toujours jovial, gay, etc. Alors qu'en fait on porte en soi de la tristesse, la peur de la séparation qui est très forte, bref, toutes les choses qui sont en lien avec la blessure d'abandon. Et puis, il peut y avoir aussi chez l'aîné une blessure d'injustice qui peut être liée aux deux cas. C'est-à-dire que si je suis mis en avant beaucoup parce que justement on veut montrer que je suis grand, etc., eh bien, je peux être dans une blessure d'injustice. Une blessure d'injustice parce que je trouve que je suis trop valorisée et que je ne le mérite pas. Parce que mon parent va me mettre en avant pour me préserver en réalité, très souvent, mais que comme je trouve que c'est pas juste, eh bien je vais être dans une blessure d'injustice. Et à l'inverse, je peux être aussi dans une blessure d'injustice parce que mes parents, au contraire, vont me délaisser, vont peut-être plus s'intéresser à mon petit frère ou ma petite sœur, et je vais trouver ça injuste, et du coup je vais être dans cette blessure. C'est pas automatique. On n'est pas forcément un enfant aîné n'a pas forcément une blessure d'abandon ou d'injustice. Il n'y a pas très souvent de blessure de rejet parce que la blessure de rejet, vous le savez sûrement, mais la blessure de rejet, elle est liée à l'être. Il n'y a pas l'abandon, c'est vraiment je te laisse pour autre chose. Je te laisse pour aller au travail, je te laisse pour aller avec des amis, je te laisse pour être avec ton petit frère. Le rejet, c'est je te laisse tout court. Il n'y a pas forcément autre chose à côté. Donc là, dans le cadre qu'on évoque ensemble, il n'y aurait pas forcément de blessure de rejet liée à la place dans la fratrie. Et puis, il y a aussi les injonctions qu'on reçoit de nos parents. Et si notre parent, en tant qu'aîné, nous demande de montrer l'exemple, etc., eh bien, on reçoit l'injonction potentiellement de ne pas être un enfant. Ne sois pas un enfant, c'est une des injonctions. Ne sois pas un enfant parce que, voilà, on me demande maintenant d'être grand, on me demande de passer d'un enfant de 3 ans à un enfant de 7 ans, on me demande de devenir autonome d'un seul coup parce qu'il y a un autre individu qui arrive dans la famille et que je n'ai plus le droit d'être un enfant. Et bien ça, c'est pareil, ça va derrière avoir un impact sur la construction qu'on a. Alors ça va générer aussi des ressources positives. Ça va rendre l'enfant débrouillard, ça va rendre l'enfant autonome et puis l'adulte aussi. Mais ça va aussi du coup amener à des comportements ou des attitudes qui peuvent être pas bonnes dans la vie de l'adulte, de se couper par exemple des autres, de ne pas accepter de l'aide parce que on veut être autonome tout le temps, de ne pas écouter ses propres besoins aussi parce qu'on a appris à s'en couper. Voilà, toutes ces choses ont un impact. Et puis,
Oui, quelque part, c'est faire de l'enfant un adulte finalement, de lui demander d'être un adulte, d'être celui qui soit est sage, est autonome, ne demande pas euh, de soins, ne demande pas d'aide. Et puis aussi, il y a le côté éventuellement, prends soin de ton petit frère, prends soin de ta petite sœur. Beaucoup de parents aussi font ça pour responsabiliser et puis donner un rôle à l'aîné dans la nouvelle configuration familiale, mais finalement, ça peut aussi lui envoyer le message qu'il a une responsabilité vis-à-vis de son petit frère, vis-à-vis de sa petite sœur, vis-à-vis même de ses parents, qui lui donne une place d'enfant adulte, peut-être même d'enfant sauveur, et qui va derrière se développer comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Hein. Je me rends compte qu'il est 9h32 et j'ai parlé que de l'aîné. Faut que j'accélère, les amis. Je lis vos commentaires avant de parler de l'enfant du milieu. Maria, tu dis peur de ne pas être à la hauteur, mais ça va, j'ai analysé, me suis calmée. Ouais, bah moi je suis perfectionniste et il y a encore des zones dans ma vie où c'est compliqué hein, de le lâcher. Hein. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre en ce moment qui est hyper intéressant sur le perfectionnisme et d'ailleurs il oppose le perfectionnisme à l'optimalisme et je trouve ça intéressant. Valérie, bah voilà, tu es en train de soigner ton perfectionnisme à 54 ans encore. Marianne, en même temps, l'aîné a quelques années de vie et d'expérience que ses frères et sœurs, donc c'est un peu plus sans être supérieur aux autres. Oui, mais pas à 3-4 ans. À 3-4 ans, un enfant, il ne peut pas se dire qu'il sait mieux que son frère ou que sa sœur. Ça, oui, en grandissant, mais pas à 3, 4, 5, 6 ans. Maria, tout dépend de la différence d'âge, ça on est d'accord. Si on savait tout ça avant d'avoir nos enfants, tu dis Karine, il y a plein de choses que nous ferions différemment. Oui, et en même temps, vous remarquerez que et je le fais exprès, de vous montrer que dans une posture ou dans l'autre posture, dans les deux cas, suivant ce que l'enfant va filtrer et va prendre, dans les deux cas, on a une influence. Donc, que je dise à mon enfant, prends soin de ton petit frère, prends soin de ta petite sœur, ou qu'au contraire, je lui laisse une place d'enfant, dans les deux cas, ça aura un impact sur lui. Donc, on ne peut pas leur enlever, en fait, on ne peut pas leur enlever à nos enfants, on ne peut pas enlever à un enfant eh bien, ses émotions, en fait, la manière dont il ressent les choses. Et ça, on a beau faire au mieux, bien, il continuera à ressentir et heureusement c'est un être humain. Mais je comprends ce que tu dis, hein. C'est sûr que moi il y a plein de choses que j'aurais faites différemment. On se prend en plus tous les rêves de l'éducation parfaite des parents, donc on sert de piste d'essai beaucoup plus stricte. Oui, parfois, oui. Après ça dépend Sophie, parce que tu verras, quand on parle du cadet, si le cadet c'est par exemple la petite fille tant attendue que les parents n'avaient pas eue, qu'ils pensaient ne jamais avoir, bah, peut-être qu'ils vont être beaucoup plus stricts avec elle pour essayer d'y faire très attention parce que voilà, ils vont avoir peur pour elle et que finalement c'est elle qui va avoir l'éducation beaucoup plus stricte. Donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, c'est vraiment un puzzle, c'est la place mais combinée au comportement, aux relations et à d'autres éléments en fait importants de la fratrie. Puisque tu en parles chez les jumeaux, est-ce qu'il y en a un qui se sent l'aîné? Chez les miens, oui en tout cas. Celui qui est né en premier, ce sont l'aîné. Et puis parce que aussi, malheureusement, les jumeaux, et ça, moi je me suis beaucoup battue contre ça, même quand je n'étais pas dans ce domaine-là, les gens les comparent. Les gens de notre environnement familial, amical, vont avoir tendance à les comparer sur leur développement. Bah, lui il parle mieux, bah, lui il marche mieux, bah, lui il fait ça mieux, bah, lui il a l'air plus éveillé. Et les enfants, ils introjectent tout ça. Et clairement, mon fils qui se sent l'aîné, c'est celui dont les gens n'arrêtaient pas de dire « Ah, il est plus éveillé, ah, il est plus ceci, il est plus cela ». C'est clair. C'est souvent à l'adolescence que ça se ressent, ouais.
Les références du livre dont tu parles. Oui, je vais vous le mettre si vous voulez. Pas la peine de culpabiliser, mais oui, on fait de notre mieux, Carole. T'étais très commandeuse. Ah oui, la commandante. Et mon frère me disait toujours, t'es pas ma mère. Bah voilà. Je pense aussi au cas où l'aîné est une fille alors que les parents attendent un garçon. Oui, aussi, Bérangère, effectivement. C'est pour ça, il y a des choses qui... on va en reparler. Je vais avancer, il est 37. Je n'arrive décidément pas à tenir 30 minutes. En fait, il faut que je fasse des mini-sujets. J'aurais dû faire l'aîné. Et puis la semaine prochaine, j'aurais fait l'enfant de sandwich. Non, ça va aller plus vite sur les autres enfants puisque vous verrez les liens. L'enfant du milieu, alors, ça peut être un enfant, par exemple, qui du coup, ce que disait Maria, je crois, au début du live, qui va avoir du mal à trouver sa place, en tout cas qui à un moment donné il va passer en plus de cadet à enfant du milieu. Donc, l'aîné, à la limite, il reste toujours l'aîné. Il bouge pas de place. L'enfant du milieu, à un moment donné, il a été le cadet. Et donc, il perd son statut de cadet, peut-être un peu pris en charge par les parents, chouchouté, etc. Et il devient l'enfant du milieu. Donc, lui, très souvent, c'est un enfant qui va se construire dans l'adulte avec une difficulté à trouver sa place et avoir une tendance à rejouer un scénario qui va être de l'ordre de je suis transparent, de l'ordre de on ne me voit pas. C'est quelqu'un qui va, si par exemple il y a une fratrie aînée, enfant du milieu, cadet, qui peut par exemple rejouer des relations triangulaires régulièrement dans ses relations amicales ou même dans ses relations de couple, c'est-à-dire avec une maîtresse ou un amant, et être celui qui est ou celle qui est mise de côté, mise à l'écart. Soit en étant par exemple dans un trio amical et puis finalement dans ce trio, il y a deux personnes qui vont avoir tendance à créer plus de liens ou à s'appeler plus, etc. Et cette personne-là, l'enfant du milieu, va se sentir rejetée, mais peut-être parce qu'elle fait en sorte de l'être pour alimenter son scénario intérieur qui est je suis l'enfant du milieu qu'on met de côté et je suis transparent. Ça peut être dans les relations, donc encore une fois, amoureuses. Cette personne peut se retrouver à être la maîtresse ou l'amant, celui qui est caché, celui qu'on ne montre pas, ou à l'inverse, celui qui est trompé et donc celui dont on ne tient pas compte. Ça dépend, voilà, comment la personne, ce qu'on recherche quand on rejoue une blessure, c'est ce qu'on ressent. Donc ce qui lui fera le mieux ressentir ce sentiment d'être transparent, est-ce que c'est d'être la maîtresse ou est-ce que c'est d'être la femme trompée? Je ne sais pas, ça va dépendre de la personne, mais ça peut, voilà, du coup, provoquer ça dans la vie de l'adulte. Je dis bien ça peut, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais vous voyez, quand on a des clients qui vivent toutes ces situations, toutes les conséquences dont je viens de vous parler, c'est hyper important pour nous, thérapeutes, de pouvoir justement avoir tout ce regard en mode puzzle sur tout ce qui s'est passé avant pour comprendre d'où ça vient et pouvoir les aider à se sortir de ça en travaillant sur ce qui est à la source de leurs problématiques actuelles. Parce que sinon, ça va se reproduire. Elle va continuer à être une femme trompée ou à être la maîtresse d'homme, si je prends cet exemple-là. Donc l'enfant du milieu, il peut se sentir transparent, c'est quelqu'un il est en fait dans le ni-ni quoi. Je ne suis ni l'aîné, je ne suis ni le cadet, je suis quoi? Je suis un sandwich. Non, je suis au milieu et je ne sais pas exactement ce que je suis. Et d'ailleurs, vous voyez, on ne lui a pas trouvé de nom à cet enfant, même en psychologie. On parle de l'aîné, on parle du cadet et on parle de l'enfant du milieu. C'est comme si on ne sait pas comment l'appeler. Donc ça montre à quel point, même, vous voyez, dans notre domaine, on alimente ce truc. Et ça peut donner aussi un adulte qui va être hyper actif, qui va être pour montrer qu'il existe justement à l'inverse, parce qu'il va refouler sa blessure, donc il va être tout le temps en activité. Quelqu'un qui n'arrive pas à se poser, qui n'arrive pas à... Je ne sais pas si ça vous parle pour vos frères et sœurs ou pour vous-même, mais quelqu'un qui donc soit va se mettre dans un truc transparent, de la transparence, soit au contraire va se donner
vouloir se donner la sensation d'exister, se sentir vivant et existant en étant hyperactif. Quelqu'un qui ne se repose jamais, qui prend jamais de temps pour lui, qui est tout le temps en train soit de faire le ménage, soit la cuisine, soit qui est tout le temps au four et au moulin et qui est voilà, hyper actif. Carole, tu dis la comparaison, c'est pareil entre cousins-cousines dans la même école. En tant que maman, j'en ai beaucoup souffert. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des comparaisons aussi, surtout quand les enfants ont le même âge. Maria, ça a été le cas de ma sœur. Elle s'est sentie mise de côté, difficulté à créer des liens, secrète, taiseuse. J'étais très près d'elle. Ouais, tu vois. Ouais. Et elle était hyperactive, voilà. Alors les gens qui sont dans les blessures de rejet sont des gens qui souvent vont être hyperactifs, vont avoir beaucoup de mal à se poser. C'est-à-dire qu'à la fois dans leur relation, ils peuvent avoir beaucoup de mal à prendre leur place, mais dans leur comportement, c'est des gens qui vont être tout le temps en action. On les voit, moi je sais que, alors forcément c'est ma spécialisation, hein, les blessures émotionnelles de l'enfant intérieur notamment. Mais quand je suis dans un magasin, par exemple, rien qu'en observant les gens dans les magasins, j'arrive à voir en fait dans quelles blessures ils sont par leur comportement en fait. Quelqu'un d'hyperactif, c'est quelqu'un qui va tac 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 dans les rayons, qui a une blessure de rejet, tac 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 dans les rayons, ou qui va se mettre à parler fort pour qu'on le voit, et en même temps c'est quelqu'un qui corporellement, comme le dit Lise Bourbeau, qui va avoir tendance à être peu visible, qui va avoir un corps assez mince, très maigre. Le puiné, c'est pas vrai. Je connais pas ça. C'est vrai? Ah bah alors le puiné, bah en plus c'est moche, alors tu vois. Hyperactif ou qui essaye peut-être de prendre sa place en parlant fort. Exactement, tu vois, c'est exactement ce que je disais Anne-Sophie. C'est ça. Hyperactif ou qui essaye de prendre sa place en parlant fort, dans la gestuelle, etc. Mais très souvent, c'est des gens qui vont, si tu vois un peu le truc, qui sont dans ces blessures-là, qui va parler fort, qui va être beaucoup, on va beaucoup le voir, mais en même temps, c'est quelqu'un où on sent il est chétif, quoi. Il faut pas grand-chose pour le déstabiliser. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va vouloir potentiellement être vu. Alors, Damien, pour le coup, je suis celui sur qui tout le monde s'appuie en cas de problème personnel ou familial. Genre, j'ai le plus gros caractère et je gérerai mieux ses soucis perso. J'aimerais bien que chacun porte et assume ses propres responsabilités. Et toi, t'es l'enfant du milieu. Oui, t'es l'enfant du milieu, tu disais. Ouais, alors peut-être parce que aussi dans le relationnel entre tes frères et toi, ou tes sœurs et toi, ou tes parents et vous, bien peut-être que toi, tu vois, l'aîné, le cadet ont pu essayer de... Parce qu'il y a des formes de manipulation inconsciente aussi dans les relations, et notamment les relations au sein d'une fratrie, ont pu essayer de se servir de toi pour, mais non consciemment bien évidemment, pour aller porter des sujets aux parents, pour aller résoudre des trucs, et du coup tu t'es retrouvé à être l'enfant du milieu, mais l'enfant aussi qui porte les responsabilités, tu vois, de la fratrie. Sophie, tu dis nous sommes 4, deux frères ensuite. Deux frères, ensuite une sœur. Les garçons ont une relation très compliquée, sont en combat, opposés de caractère, c'est très compliqué. Et le rêve du deuxième frère, être l'aîné. Oui, les relations au sein de la fratrie ont une importance. Et je vais finir, parce que je ne vais pas vous prendre trop de temps. C'est important que même si c'est super intéressant, à la limite, si vous avez des points que vous voulez que j'approfondisse, c'est pas enfin un prochain café sur ce point-là. Mais je vais essayer de ne pas trop dépasser. Et je voulais finir avec le cadet. Le cadet, donc cet enfant, le dernier enfant, il peut lui à l'inverse avoir, mais c'est pareil, encore une fois, ça va dépendre du comportement, ça va dépendre de comment il réceptionne les choses. Il peut avoir un complexe d'infériorité, il peut se sentir vulnérable aussi parce que les parents vont le vulnérabiliser, l'infantiliser, pour peu que ce soit l'enfant qu'on n'attendait plus, qu'on pensait ne pas avoir, pour peu qu'il y ait eu une fausse couche avant, etc. Et ou pour peu qu'il ait des soucis de santé. Moi j'avais une cliente, en tout cas c'était une jeune fille, elle avait 18 ans, c'était très compliqué pour elle tout était compliqué pour elle. Prendre le RER, aller à Paris, vivre sa vie de jeune fille, c'était très compliqué parce que c'était
la petite dernière, la petite fille que tout le monde a attendue, et du coup les parents l'ont tellement surprotégée, l'ont tellement couvée, l'ont tellement fait les choses à sa place que finalement, arrivée à 17-18 ans, eh bien, elle avait peur de tout. Et c'était très compliqué pour elle. Donc, il y a cette vulnérabilisation que les parents peuvent aussi provoquer chez le cadet, qui, du coup, peut aussi intégrer une posture justement de cette personne vulnérable qui peut amener à une posture de victime, d'ailleurs dans les relations dans le triangle de Karpman, parce que finalement je m'intègre dans ma personnalité comme étant celui ou celle dont il faut que les gens prennent soin, celui ou celle qui est vulnérable, que les gens couvent, que les gens protègent. Et je vous disais, pour peu que ce soit un enfant, le petit dernier, ça arrive souvent, que ce soit le garçon qu'on attendait, la petite fille qu'on attendait, on l'espérait plus, eh bien on peut aller sur un enfant roi, un enfant qui va sentir que eh bien il a un pouvoir relationnel sur ses parents et donc par voie de conséquence sur ses frères et sœurs, parce que il est celui qu'on attendait, il est le roi, il est la reine, il est voilà. Ça peut aussi être un enfant qui va encore une fois, être un enfant au contraire très chétif, plutôt renfermé, parce que justement les parents vont avoir tellement peur pour lui ou pour elle, parce que c'est le petit dernier qu'on n'attendait plus, qu'on espérait avoir mais qu'on n'avait pas, et du coup on va le surprotéger, et ça va faire un enfant qui va peut-être du coup comment dire, j'étais perturbée par un de vos messages, j'essayais de les lire en même temps, qui va du coup développer cette posture de je veux qu'on prenne soin de moi, je veux qu'on me protège, etc. Et puis c'est un enfant, le cadet, qui peut aussi avoir une difficulté à prendre sa place, un peu comme l'enfant du milieu, le puiné donc. J'apprends quelque chose, Nassima, merci, je ne savais pas du tout qu'il y avait un mot pour ça. Donc mea culpa, je me suis trompée. C'est peut-être mieux que l'enfant sandwich. Il peut avoir aussi, le cadet, une difficulté à prendre sa place si l'aîné est un enfant qui va être hyper présent, qui va prendre beaucoup de place parce que justement les parents vont le lui avoir demandé, par exemple, ou parce que l'aîné va combattre en fait de ne pas vouloir perdre sa place, et donc du coup de prendre de la place pour ne pas perdre sa place, et par voie de conséquence, chez le cadet, ça va lui renvoyer à lui une difficulté à prendre sa place. Et je voulais vous parler aussi pour le cadet, il peut y avoir, mais ça marche aussi à toutes les places de la fratrie, mais chez le cadet on peut en retrouver plus, c'est les injonctions. Injonction driver, c'est un peu différent, mais si on parle sur des injonctions, il y a 3 injonctions qu'un enfant cadet peut recevoir de ses parents, encore une fois à travers son filtre aussi, donc c'est pas que le parent qui crée cette injonction, mais il y a les injonctions ne grandis pas, ou l'injonction ne sois pas un enfant, ou ne fais pas. Parce que ne grandis pas, si c'est encore une fois le petit dernier qu'on attendait, du coup on va avoir envie qu'il reste petit, qu'on n'a pas envie qu'il grandisse, c'est le dernier, et on va avoir tendance à l'infantiliser et à lui renvoyer cette injonction de ne grandis pas, et ça va faire un adulte, je vous le disais encore une fois, qui va être infantilisé et qui va s'auto-infantiliser potentiellement. L'injonction ne soit pas un enfant, c'est quelque chose qui peut être envoyé à l'aîné par exemple aussi, justement en lui demandant de prendre soin, en lui demandant de devenir autonome pour pouvoir laisser la place au petit. C'est l'injonction ne sois pas un enfant, et du coup ça va donner quelqu'un qui va pouvoir se couper de ses émotions, qui va grandir en étant un adulte qui ne sait pas s'écouter parce qu'il s'est coupé de ses émotions, de ses ressentis, de ses besoins d'enfant. Et du coup, forcément, quand on apprend à se couper très fortement quand on est petit, bien, on grandit sur ce trend-là, et on grandit sur je me coupe de mes émotions. Et les drivers sont hyper importants aussi. Donc les drivers, c'est
souvent on les confond. Hein. L'injonction, c'est ne sois pas, ne fais pas, ne nanana. Les drivers, c'est, je ne vais pas rentrer dans tout ça, les filles de Libé le savent. Je dis les filles parce qu'il n'y a que des femmes qui font les formations Libé pour le moment. Les drivers, c'est plus fais ceci, fais cela. Donc, tu peux avoir par exemple le driver fais plaisir. Et bien, fais plaisir, c'est peut-être ce qu'on va demander à l'aîné. Fais plaisir, s'il te plaît, allez, fais ça, fais ça, fais ça. Fais plaisir à papa, fais plaisir à maman, parce que maman doit s'occuper du petit, maman doit s'occuper de ta petite soeur. Ça va générer des ressources positives chez l'enfant. Ça va devenir quelqu'un de serviable, ça va devenir quelqu'un de gentil, quelqu'un qui prend en compte ce que ressent l'autre. Mais ça peut aussi amener, ce driver-là, une suradaptation, encore une fois, le fait d'être coupé, d'ignorer ses propres besoins. Ou si fais un effort, c'est un driver, fais un effort s'il te plaît, fais ça, fais un effort pour papa, fais un effort pour maman, derrière, fais un effort. En termes de ressources, il y a des choses positives, ça va donner quelqu'un qui va se construire en développant la ténacité, en développant la performance, l'endurance, donc c'est plutôt positif. Mais en même temps, il y a toujours un pendant négatif aussi, c'est que ça va être quelqu'un, par exemple, qui va se couper de tout plaisir, qui va être incapable de faire quelque chose en étant dans le plaisir, parce qu'il aura intégré que tout doit être un effort. Donc c'est en lien d'ailleurs avec le perfectionnisme. Ou dire à un aîné, débrouille-toi s'il te plaît, fais ça tout seul, débrouille-toi, mets tes chaussures tout seul, habille-toi tout seul, maintenant t'es grand, maintenant t'es un petit frère, maintenant t'es grand, prends ton bain tout seul, etc. Eh bien, débrouille-toi, c'est un driver. Alors oui, l'enfant va devenir autonome, débrouillard justement, mais en même temps, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être du coup, dans sa construction, un adulte, enfin en devenir, qui va se couper de l'aide des autres. Donc et c'est important de savoir accepter l'aide des autres et de savoir donner aussi son aide, mais de savoir le recevoir, parce que un individu, un être humain, il n'est pas fait pour vivre seul. La solidarité, ça fait partie de l'humanité. En tout cas, je pense qu'ici on est d'accord, tout le monde ne l'est pas. Et il y a des parties du monde où on voit que c'est pas le cas, mais ça fait partie de l'humanité, cette solidarité humaine. Alors pour finir, juste, il y a des particularités, on ne va pas rentrer dedans, ça peut faire l'objet d'autres lives si ça vous intéresse, mais il y a parfois l'aîné peut aussi faire des régressions, justement, parce qu'il veut garder sa place d'enfant, donc il va régresser. Et ça peut avoir des conséquences aussi pour lui, parce que si ses parents se mettent du coup à beaucoup plus s'occuper de lui parce qu'il est en régression, du coup il va bien ancrer que c'est en étant un bébé infantilisé que on s'occupe de lui et qu'on l'aime, et ça va donner un adulte qui va s'auto-infantiliser pour qu'on s'occupe de lui, pour qu'on l'aime, et qui va peut-être mettre en place aussi des stratégies manipulatoires non conscientes. La manipulation, quand elle est consciente, elle est perverse, mais très souvent elle n'est pas consciente, et on manipule tous. Moi-même je manipule, hein. Je prends toujours mon exemple, pas pour vous montrer que je suis une personne horrible, mais pour vous montrer que même quand on travaille sur soi depuis des années, on continue à être dans des schémas inconscients. La différence, c'est d'en être conscient, de savoir mettre de la lumière sur tout ce qui est non conscient pour pouvoir justement ne pas le faire. Mais on met tous en place des stratégies de manipulation à tous les jours. Si vous vous observez dans un SMS, quand vous répondez à quelqu'un et que vous essayez finalement de faire quelque chose à l'autre, il y a toujours de la manipulation, et ça peut aussi venir de la place dans la fratrie. Puis il y a un autre cas particulier, voilà, qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on pourrait évoquer à un autre live si ça vous intéresse. C'est les enfants qui arrivent après une fausse couche ou après un enfant décédé, ou même, alors la différence, c'est qu'un enfant qui arrive après, mais voilà, encore une fois ce serait l'objet d'un autre live, après un enfant, une fausse couche, ou après un enfant décédé, ça va être différent de l'enfant qui est là juste avant la fausse couche ou juste avant l'enfant décédé. Mais ça aura un impact de toute façon sur lui dans sa construction.
Ça peut être l'objet d'un autre live parce que vous voyez que, mon Dieu, on a fait 1 heure au lieu de 30 minutes, quoi. Et il faut que j'apprenne à redécouper mes sujets. Et moi, je me rends pas compte que ça prend autant de temps à chaque fois. Alors, je vais lire vos commentaires et puis on va s'arrêter là. Et les professionnels thérapeutes qui veulent me rejoindre sur Zoom juste après pour poursuivre les échanges en lien avec vos accompagnements, eh bien, vous serez les bienvenus. Je vais vous mettre un lien dans les commentaires. Anne-Sophie, tu dis très intéressant sur l'infantilisation. Je n'avais jamais vu cet aspect-là. Ben, super si ça a pu t'apporter ça. Damien, ton intervention va me servir vis-à-vis de mes enfants. Ah, super, je suis ravie. Je suis ravie. Sandra, tu dis de même, cela peut avoir lieu de manière totalement inconsciente lorsque la maman vit un deuil et que l'enfant se sent obligé de se débrouiller. Oui, tout à fait. Exactement. L'enfant de substitution. Oui, ou l'enfant qui répare aussi sa maman. Tu dois filer. Pas de souci. Moi aussi, je dois filer parce que je dois vous laisser filer. Merci d'être venu. J'ai toujours l'impression que la fin, elle est speed. Merci d'être venu. Je suis désolée. J'ai pas réussi encore à tenir les 30 minutes. Je vous promets que je vais m'améliorer. Je vais apprendre à découper mes sujets davantage. Ça nous donnera plus de thèmes pour les prochains. N'hésitez pas à, soit en MP, soit en commentaire, soit, voilà, peu importe, à me partager des sujets que vous aimeriez que j'aborde, soit des sujets qui vous viennent lors des lives, en lien avec un live où vous dites « Ah, j'aimerais bien approfondir ce truc-là », eh ben, dites-le moi et on le fera. Ou s'il y a d'autres sujets connexes qui vous viennent, pareil, dites-le moi, je serais ravie de pouvoir prendre vos sujets, puisque le but c'est, je le fais pas pour moi, hein, ça je le fais pour vous, donc donnez-moi vos sujets et je les aborderai avec grand plaisir. Je t'en prie Anne-Sophie. Donc les thérapeutes qui sont là, si vous souhaitez, on se rejoint sur Zoom, on va dire 1/2 heure, 3/4 d'heure, pour discuter ensemble, faire des liens entre vos accompagnements et la thématique, ou si vous avez simplement envie de partager des cas, des expériences avec vos clients. Salut Sylviane, salut Estéphania, salut Valérie, salut Stéphanie, salut Maria, salut Valérie, salut Jody, merci d'avoir été là, ça m'a fait plaisir de te revoir. Salut Marianne. Salut Katia, pas de Zoom, pas de souci. T'as le droit d'avoir des occupations, c'est plutôt une bonne chose. Salut Anne-Sophie, salut Sophie, je mets le lien. Alors attendez, on va vérifier que ça marche. Tuc, tuc, tuc. Hop, hop, hop. Normalement, c'est bon. Bonne journée Aurélia, à très bientôt, à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le sujet, mais je vais y réfléchir. Et puis, eh bien, à tout de suite pour les personnes qui ont envie de me rejoindre. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Bonne semaine. À très vite.